Bonjour. Alors, cette conférence fait partie d'une série de 6, dont 3 ont été annoncés et 3 pas encore. On s'est dit qu'on allait faire 3 avant, d'accord, et 3 après. Donc, décryptage avant, d'essayer de comprendre un peu les enjeux, etc. Et puis 3 après, dont les thèmes ne sont pas encore décidés, mais ça ne sera pas très compliqué à définir, bilan et perspectives, etc. Les axes de travail du GIEC pour les prochaines années, des choses comme ça. Alors, c'est les 3 conférences que vous avez vues, c'est donc celle d'aujourd'hui, puis la semaine prochaine, c'est Jean-Marc Jancovici, qui va venir parler de la COP, de façon concrète, COP, pourquoi faire. Et puis, alors, Jean-Marc Jancovici est créateur, peut-être vous connaissez son nom, vous avez déjà vu des choses de lui. Il a fondé une boîte qui s'appelle Carbone 4, avec laquelle il gagne sa vie, et qui fait des bilans carbone pour les entreprises et les administrations, avec des protocoles pour évaluer les émissions de carbone des entreprises, dont certains ont été repris par l'ADEME. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine visibilité, et qui a créé aussi un think tank, un club de réflexion qui s'appelle The Shift Project. Et ça se traduit pas parce que c'est le nom du truc en question, et qui essaye de réfléchir et de faire des études et des dossiers, de réfléchir au problème de décarboner l'économie. Et son idée, c'est de s'appuyer. Il y a nécessairement des secteurs qui ont intérêt à ça, d'autres secteurs qui n'ont pas intérêt à ça, et donc de s'appuyer sur les secteurs qui ont intérêt à ça, et de les intéresser, y compris du point de vue sponsoring, récupérer de l'argent, etc., pour mener ces études, parce que, évidemment, faire des études, ça, par exemple, sur la rénovation des bâtiments en France, sur la mobilité, la structure des villes, etc., ça demande des sous un peu, donc il s'appuie sur les secteurs qui, naturellement, ont intérêt à ça, ou qui auront intérêt à ça. Voilà, donc lui, c'est Jean-Marc, qui a écrit plusieurs livres. Si vous allez sur Google, vous verrez plusieurs bouquins qui ont été écrits, en particulier avec Hervé Le Treut aussi, qui est un climatologue français connu. Bon, et puis la semaine d'après, donc le 26, ça sera Alain Grandjean, qui est cofondateur de Carbone 4, qui est, lui, économiste. Jean-Marc, lui, est de formation scientifique au départ, c'est un polytechnicien. Et Alain Grandjean est un économiste qui a coordonné, si vous voulez, les discussions sur la transition énergétique il y a 2 ans. C'était lui qui, le débat national sur la transition énergétique, c'est lui qui le coordonnait en tant qu'économiste, et qui a rendu un rapport qui lui a été commandé par le président de la République soi-même, il y a quelques jours, enfin peut-être 2 semaines, sur le financement en France de la transition, comment trouver des financements pour organiser tout ça. Et c'est un rapport co-signé avec Pascal Canfin, ex-ministre, il n'est plus ministre, Canfin. Ex, voilà, c'est ça. Et il parlera de ça, donc des pistes pour financer tout ça. Voilà, et puis, moi alors je me présente, Jacques Reiner, je suis physicien théoricien, j'ai été prof à Paris 6, j'ai été prof à Sciences Po, et puis, donc tout ça c'est ex, et puis je continue de faire un enseignement à Paris 7 sur ces problèmes de couplage énergie-climat, en fait c'est population, énergie et climat, si vous voulez. Voilà. Alors, donc le titre aujourd'hui, c'est de faire le point un peu de l'aspect scientifique, si vous voulez, de la COP, des enjeux de la COP, du point de vue climat, du point de vue énergie, du point de vue des engagements des États. Jean-Marc reprendra ça plus en détail la prochaine fois. Et voilà, donc on va faire le point là-dessus aujourd'hui. Et puis on va discuter, j'espère qu'on aura le temps d'aborder un peu les problèmes de scénario de transition énergétique. On parle de la situation de maintenant, on dit qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc les gens écrivent des scénarios, et tout le monde écrit des scénarios. Les États écrivent des scénarios, les ONG écrivent des scénarios, les grandes entreprises, Shell, Total, etc. Tout le secteur de l'énergie, évidemment, doit se projeter dans le futur pour voir un peu où ça va. Donc tout le monde rédige des scénarios. Mais en même temps, ce n'est pas une discipline académique.
C'est pas comme de publier un article où vous envoyez à une revue qui envoie des référies, et puis ensuite il y a un processus d'aller-retour, il y a des protocoles bien définis qui font qu'on écrit les choses d'une certaine façon. Et puis que, voilà. Donc là, c'est des scénarios qui sont écrits parce que les gens ont envie d'écrire des scénarios, donc ils ne disent pas toujours quelles sont les hypothèses de départ, il y a des implicites qui ne sont pas toujours dits, donc ils sont très difficiles à lire et à comparer surtout. C'est très difficile de savoir ce qu'il y a. Et je vous montrerai quelques exemples de ça qui sont absolument frappants et on se dit, oh là là, mais si c'est comme ça, alors qu'est-ce que c'est compliqué cette affaire-là. À lire, à lire. La chose elle-même est évidemment infiniment compliquée, mais les scénarios eux-mêmes sont des choses assez compliquées à lire. Donc, si vous voulez, on y va. Alors, le point de départ, ça va être de supposer que on ne remet pas en cause, si vous voulez, on pourra en discuter un peu à la fin, mais je considère comme acquis le fait que, d'une part, il y a un réchauffement, que d'autre part, il est dû, pour l'essentiel, aux activités humaines. Ça, je considérais ça comme un acquis. Vous savez qu'il y a des gens qui contestent ça. Dans la communauté des climatologues, 95 ou 17%, je ne sais pas quoi, des gens sont d'accord avec ça. Ensuite, il y a des choses qu'on sait bien, donc ça, on le sait, c'est relativement bien établi. Après, il y a des choses qu'on sait moins bien. Il y a des incertitudes, je vais en parler un tout petit peu. Et puis, il y a des choses qu'on ignore et des choses qu'on ignore même ignorer. Donc, il y a des incertitudes dans tout ça. Mais ce point de départ-là, c'est-à-dire qu'il y a un réchauffement climatique, il est dû à notre façon de consommer l'énergie, je vais le considérer comme acquis, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, je vous montre tout de suite ce qui va nous servir de base pour essayer d'analyser un petit peu les enjeux de la COP21, c'est ceci qui se trouve dans le dernier rapport du GIEC, le rapport du groupe 1. Il y a 3 groupes de travail dans le GIEC. Le groupe 1, c'est la partie scientifique. Le groupe 2, sont les effets sur la biosphère. Et le groupe 3, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ou s'adapter au réchauffement climatique. Alors, ça représente l'état des lieux, des simulations numériques du climat en fonction de contraintes qu'on s'est données, de conditions limites qu'on s'est données du point de vue des émissions jusqu'à l'échelle 2100. Alors, dans le détail, c'est un peu plus compliqué de se dire, comment ça a été fait, parce que là, vous avez des trajectoires d'émissions. Vous voyez, ce qui est en ordonnée, ce sont des émissions de CO2 en milliards de tonnes de carbone. Pour l'avoir en CO2, il faut multiplier par le rapport de 44 sur 12. CO2, c'est 44 sur 12. Donc, voilà. Donc la partie noire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis ensuite, il y a des différents types de trajectoires qui sont imaginées. Et qui sont imaginées non pas en tant que telles, ça c'est déjà le résultat d'un calcul. Ce qu'on a fixé pour les modélisateurs, c'est des conditions aux limites concernant ce qu'on appelle le forçage radiatif en 2100. C'est-à-dire quand on émet des gaz à effet de serre, on introduit un déséquilibre dans le bilan radiatif de la Terre qui reçoit plus qu'elle n'émet. Et je ne vais pas décrire ce mécanisme-là, sauf si dans la discussion c'est utile. Et ce déséquilibre, c'est lui qui induit donc une fonte des glaces, un réchauffement, une augmentation du niveau de la mer, etc. Et ce forçage radiatif, c'est le déséquilibre énergétique mesuré en haut de la troposphère, donc disons 20 km d'altitude. Donc on a demandé aux modélisateurs de prendre une contrainte, de choisir une contrainte sur le forçage radiatif, et ce forçage radiatif s'exprime en termes de watts par mètre carré additionnel. Ce déséquilibre, il est exprimé en watts par mètre carré. Donc la courbe bleue, qui est la courbe vertueuse dont on va discuter, c'est un forçage radiatif en 2100 de 2,6 watts par mètre carré. Et puis les autres, c'est plus, c'est 4,5, 6, 8,5 watts par mètre carré supplémentaires. Donc ça caractérise le déséquilibre. Ensuite, les modélisateurs se donnent ça comme condition limite, et puis ils déduisent des trajectoires d'émission qui correspondent à ça. Alors, ensuite, il y a des incertitudes de modèles. Et on ne voit pas bien les grisés, enfin le bleuté, vous voyez, chaque courbe a une plage autour d'elle, et ça correspond aux incertitudes de modèles. C'est-à-dire il y a une quarantaine d'équipes au monde qui calculent ce genre de choses. Ils ne trouvent pas tous les mêmes résultats, même si au départ c'est des équations de Navier-Stokes, c'est des choses comme ça qui sont mises dedans.
Mais après, il y a des paramétrisations, parce que, par exemple, les nuages, on sait mal les modéliser à partir du fondamental. Donc, il y a des choses qui sont paramétrisées en fonction de ce qu'on observe. Et les incertitudes proviennent essentiellement de là, parce qu'on sait mal modéliser la formation des nuages. C'est un phénomène de rééquilibre qui dépend beaucoup des poussières, des choses comme ça, etc. Donc on sait mal le faire, et les incertitudes diminuent relativement peu d'ailleurs sur le rôle des nuages. Mais donc il y a des incertitudes de modèle, et puis il y a différents types de trajectoires qui sont déduites du forçage radiatif qui est mis comme condition aux limites, d'accord, à l'échelle de 2100. Donc, voilà différents types de trajectoires, et ce que ça donne... Donc ça, ce sont des émissions, des milliards de tonnes d'émissions par an, annuelles, puis quand vous intégrez sous chaque courbe, ça vous donne les émissions totales. Et le climat, lui, il se fiche des émissions annuelles, ce qui compte, c'est la quantité de gaz à effet de serre globale qu'il y a là-haut. Et donc, pour exprimer ces trajectoires en termes de changement de température, eh bien, on porte en abscisse cette fois-ci le total des émissions de CO2 anthropiques cumulées depuis 1870. Voilà, et ça, c'est des gigatonnes de carbone, c'est des émissions de CO2, mais exprimées en gigatonnes de carbone. Et puis, en ordonnée, eh bien, vous avez la répercussion en termes d'augmentation de température à échelle de 1100. Et vous voyez que sur ces différentes courbes, alors le noir, c'est là où on est, donc il y a eu en gros 1 degré depuis 1870 d'augmentation de la température, pas tout à fait, mais presque. Et puis ensuite, la courbe bleue foncée, là, c'est la courbe vertueuse, c'est la répercussion de la trajectoire vertueuse d'avant, la courbe la plus basse. Et vous voyez qu'il y a une saturation de la température un petit peu en dessous de 2 degrés, à 2100. Et puis ensuite, vous avez les autres, le bleu clair, ou l'orange, ou le rouge, qui continuent d'augmenter, en fait, à l'échelle de 2100. Donc, c'est pas saturé. Donc, ça continue d'augmenter, mais voilà les échelles de température de 2100. Donc, c'est 3, 4, voire 5 degrés. Et là aussi, les plages que vous avez au-dessus de la courbe moyenne représentent les incertitudes de modèles. Les différents modèles donnent différentes choses. Donc, voilà. Alors, maintenant, regardons aussi ce que ça donne. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, ben, vous voyez que le bleu, il s'arrête aux alentours de 800 gigatonnes de carbone. Et ça s'arrête pourquoi? Parce que si on revenait à la courbe précédente, vous voyez que les émissions dans la courbe bleue, elles vont à zéro. Donc, si elles vont à zéro, c'est-à-dire que ben, le contenu carbone de l'atmosphère, il est stable. Il n'augmente plus. Donc, le budget total, c'est 800 gigatonnes de carbone, à peu près. On a déjà émis 500, parce qu'on a augmenté la concentration en gaz carbonique de 280 ppm jusqu'à 400 ppm. Si vous convertissez ça en émissions, sachant que la moitié de ce qu'on émet s'accumule dans l'atmosphère, l'autre moitié est pour partie absorbée par les océans, pour partie booste la photosynthèse, eh bien, on a émis déjà 800, il reste 300 gigatonnes de carbone à émettre, et quand vous multipliez par le rapport 44 sur 12, de la masse molaire du CO2 par rapport au carbone, ça vous donne en gros 1000 gigatonnes de CO2, et ça c'est bien parce que c'est un chiffre rond et c'est facile à se rappeler. Donc nous avons, jusqu'à l'infini des temps, un budget de 1000 gigatonnes de CO2 si on veut rester en dessous de 2 degrés. D'accord ? Donc je reviens ici parce que c'est ça les deux données essentielles. Vous voyez que la courbe bleue, elle a un maximum aujourd'hui. Donc il faut être capable de stabiliser nos émissions dès aujourd'hui, dans un avenir très proche. Et ensuite, eh bien, on a l'intégrale sous la courbe qui ne doit pas dépasser les 1000 gigatonnes de CO2. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ça, eh ben, on n'y arrive pas. Et ce n'est pas la peine d'aller beaucoup dans le détail. Vous allez voir que quelques règles de 3 vous convainquent qu'on n'y arrivera pas. Après, on tirera des conséquences. Alors, là, c'est juste pour caractériser un petit peu les incertitudes. C'est aussi dans le dernier rapport du GIEC. En orange, vous avez les incertitudes, la variabilité intrinsèque du climat. Vous avez des phénomènes, les Niño, la Niña, plein de choses qui peuvent, les éruptions volcaniques, etc. Tout ça, ça donne de la variabilité intrinsèque, d'autant plus que tous ces phénomènes sont couplés. Ensuite, en bleu, vous avez les incertitudes
Climate Response Uncertainty, ça veut dire, c'est les incertitudes de modèle, quoi. On calcule une réponse du climat à un forçage radiatif, puis il y a des incertitudes. Mais vous voyez que les incertitudes les plus grandes proviennent qui ne sont pas véritablement des incertitudes, c'est ce que l'humanité va faire. Les émissions. Ou bien on émet peu, on émet beaucoup. Et toute cette discussion n'a de sens que parce que la plage verte englobe les autres. Donc ça vaut le coup de discuter de ce qu'on fait, parce que c'est là que sont les plus grandes incertitudes concernant le climat à l'échelle 2100. Si ces incertitudes-là étaient à l'intérieur des incertitudes de modèle, on ne pourrait rien dire et donc on pourrait aller manger tranquillement tout de suite. Mais là, on va attendre encore un petit peu. Alors, maintenant, l'inventaire du CO2, c'est une vieille chose. Ça a été la thèse de M. Charles David Keeling, qui a commencé en 1958 à mesurer les concentrations de CO2 dans un endroit loin de toute émission, ville, etc., donc au Mauna Loa. Et voilà, ça n'a pas cessé depuis. Il y a un labo qui s'occupe de ça et qui fait ça en permanence. Et puis vous avez l'alternance été-hiver, etc., et l'effet de la photosynthèse. Et il y a une alternance été-hiver parce qu'il y a plus de continents dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc effectivement, c'est ce qui se passe dans l'hémisphère nord qui domine du point de vue de la photosynthèse, qui diminue la concentration de CO2 pendant 6 mois, puis ensuite ça réaugmente. Et voilà, et on est passé depuis là, ça commençait déjà à augmenter, mais historiquement, si vous voulez, dans l'ère pré-industrielle, c'était 280 ppm, partis par million de CO2 dans l'atmosphère, et maintenant on est à 400. Donc on a augmenté de 40% la concentration de CO2, on a multiplié par plus que 1,5 la concentration en méthane, donc on a fait quelque chose, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que, c'est juste un point historique, c'est que, vous savez, maintenant, aux États-Unis, il y a une fraction de la population qui considère que tout ça c'est nul et non avenu, que ça n'existe pas, que ce sont des écolos qui sont comme les pastèques, qui sont verts à l'extérieur, mais c'est des rouges à l'intérieur, et que donc c'est une entreprise politique de déstabilisation du capitalisme mondial. En fait, si vous regardez en 1965, donc Revel, qui était le patron de thèse de Keeling, rédige un rapport pour le conseil du président pour la science, et qui dit, on est en 65, hein, les mesures ont commencé en 58, by the year 2000 there will be about 25% more CO2 in our atmosphere than at present, and this will modify the heat balance of the atmosphere to such an extent that marked changes in climate could occur. 65. Et 65 toujours, Lyndon Johnson, message au Congrès, notre génération a modifié la composition globale de l'atmosphère par une augmentation constante du dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles. Point. Donc il y a une adéquation totale entre ce que disent les scientifiques et ce que dit le corps politique. Donc c'est rigolo parce que c'est plus tout à fait comme ça maintenant. Alors, maintenant, si on regarde, non pas les projections, les scénarios, mais les trajectoires d'émissions réelles, si on les regarde un petit peu plus en détail, alors voilà ce que ça donne. Le site qui est très intéressant pour ça, qui a plein de données, c'est le Global Carbon Budget, et vous voyez les émissions telles qu'elles sont. Il y a un seul petit accident, enfin disons, on peut dire qu'il y a 2 accidents, enfin ou deux ruptures de pente un peu. Vous voyez, aux alentours de l'année 2000, ça a l'air de s'accélérer un peu, les émissions de carbone. Alors là, c'est en CO2, du coup, c'est en gigatonnes de CO2 par an, donc il y a le facteur 3,7, 44 sur 12, donc on est aux alentours de 37, 38, ce qui correspond aux 10 gigatonnes de carbone qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est les émissions annuelles en CO2. Vous voyez que ça s'accélère à partir de 2000 à peu près, et ça, c'est très identifiable, c'est les émissions de la Chine. C'est clair et net, quand vous regardez les émissions des différents pays, vous voyez que c'est là que ça décolle véritablement. Première chose. Deuxième chose, vous voyez un petit accident là, où il y a une petite diminution comme ça, et ça, c'est en fait l'effet de la crise de 2008. Crise, donc moins d'activité économique, donc moins de combustibles fossiles, et moins de CO2, ça se voit sur la courbe. C'est la seule chose qui se voit. Vous avez eu, on est à la COP 21 maintenant, donc il y a eu 20 COP qui ont été réunies, ça n'a strictement eu aucun effet sur les émissions. Ça a eu des effets, bien sûr, parce que maintenant tout le monde est au courant, il y a un problème, etc., etc. Mais du point de vue de la conscience des gens, des politiques aussi d'ailleurs, de tout le monde, ça a eu un effet absolument mondial, quoi. Hein.
Mais sur les émissions, ça n'a eu absolument aucun effet. Donc la question c'est, est-ce que ça peut en avoir un? Est-ce que ça peut pas en avoir un? Alors si vous regardez les émissions par pays, quelques courbes, vous voyez que c'est la Chine qui gagne, de loin, ensuite c'est les États-Unis, l'Europe est à peu près au niveau des États-Unis, peut-être un peu devant les États-Unis. Et puis il y a l'Inde qui est en dessous, en jaunâtre, là, qui se met à croître, etc. En gros, vous avez les pays émergents qui augmentent leurs émissions, et puis les pays de l'OCDE, où c'est relativement stable, quelquefois ça a tendance à diminuer un peu, mais c'est une fausse impression, parce que ça traduit simplement le fait qu'on a délocalisé un certain nombre d'industries vers là-bas. Vous savez que la Chine exporte 30 ou 40% de ce qu'elle fabrique. Donc, si on montrait les émissions, pas les émissions de production, mais les émissions associées à la consommation, il faudrait que nous, on récupère donc un certain nombre d'émissions correspondant à ce que nous importons comme matière, enfin, comme produit, associé au mix carbone de la Chine, qui est très mauvais parce que c'est beaucoup de charbon, et on leur donnerait d'ailleurs en échange ce qu'ils importent. Mais le bilan, c'est que finalement, nos émissions, en fait, elles sont relativement stables. Elles ne diminuent pas, c'est simplement une désindustrialisation relative des pays de l'OCDE qui fait que, voilà, on a exporté les émissions de carbone. Si vous regardez, alors ça, c'est les émissions totales. Donc on dit, ah, la Chine, grand fautif. Ouais, bon, mais si on regarde maintenant les émissions par tête, par habitant, alors le classement est tout à fait différent. Et vous ne voyez pas, ce que je vais vous dire, c'est que là, sur cette figure, c'est l'Arabie Saoudite d'abord, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Corée, le Japon, l'Allemagne, l'Iran et la Chine, qui arrive bien en dessous, et mais qui a passé devant la France, du point de vue d'émissions par tête, et puis l'Indonésie, l'Inde, etc., et d'autres pays. Le champion du monde, vous voyez, là, il n'y avait pas le Qatar, mais si vous mettez le Qatar, alors sur le Qatar qui est le champion du monde, les émissions par tête, c'est un petit pays, donc globalement, il n'y avait pas beaucoup, mais c'est quand même eux qui gagnent largement devant tout le monde. 50 tonnes de CO2 par an et par habitant, alors qu'en France, c'est 6-7. Bon, donc ça pose un problème dans les négociations, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il faut compter? Les émissions globales ou les émissions par tête? Est-ce qu'il faut tenir compte des émissions annuelles ou intégrées sur tout le passé? Vous voyez bien que là, il y a un débat, que je ne vais pas décrire ici, mais qui est absolument central dans toutes les négociations. Et la notion qui est derrière ça, c'est la question de justice climatique, d'équité, voilà, comment mettre en œuvre tout ça. Alors, maintenant, quelques données globales, mais que tout le monde connaît, je suppose, c'est de quoi est faite notre consommation d'énergie. Ben voilà, entre 1973 et 2008, mais il y a les données plus récentes aussi, la population est passée de 4 à 7, la consommation d'énergie de 6 à 12, elle a doublé, donc le niveau de vie général a augmenté un peu. Et puis si vous regardez de quoi c'est fait, donc c'est entre 1973 et 2011, et ben c'est à 80% des combustibles fossiles. Voilà, donc c'est ça le problème. Vous voyez, le nucléaire, il a augmenté, mais c'est quand même quelques pourcents, pas plus. L'hydraulique, relativement stable. La biomasse, relativement stable. Les autres ont augmenté, beaucoup. Mais dans les autres, vous avez tout ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, etc., etc. Il est dans autres. Donc, ce qu'on fait, voilà, les sociétés fonctionnent avec 80% de combustibles fossiles. Et la question, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres sources d'énergie? Alors, c'est quoi les autres? Ben, vous avez le nucléaire, de fission ou de fusion. Alors, la fission, il existe, la fusion, ça n'existe pas. Il y a des projets, bon, on en discutera si vous voulez. Il y a ce qui est inépuisable, à notre échelle, le solaire, l'hydraulique, l'éolien, la géothermie. Et puis ensuite, il y a le renouvelable, c'est-à-dire qu'il faut renouveler, donc la biomasse, les biocarburants, des choses comme ça. Le bois, 10% de l'énergie primaire, aujourd'hui, au monde, c'est du bois. On brûle du bois pour chauffer, pour faire la cuisine. Donc, voilà. Et la question, c'est que peuvent ces sources-là? Alors, on va revenir tout à l'heure. Les COP passées, alors un rapide aperçu, tout a démarré au sommet de la Terre, à Rio, où un certain nombre de principes, 27, sont affirmés concernant le développement durable et ce que c'est et comment y parvenir, etc.
le rôle des femmes, des jeunes, des enfants, les populations, les ONG, enfin tout ce que vous voulez. L'adoption d'une convention sur le climat et qui va préparer le protocole de Kyoto qui représente un certain nombre d'engagements sur les trajectoires à suivre, et puis un certain nombre de déclarations sur les forêts, sur la biodiversité, sur le patrimoine génétique mondial, etc. Voilà, donc ça c'est 92, et puis ensuite il y a eu les COP, donc ça a commencé, on ne va pas les passer en vue en détail, je vous les cite simplement pour vous montrer que les gens se sont réunis, quoi. Ils ont essayé de réfléchir à tout ça. 95, 96, Genève, 97, Kyoto, le protocole, l'idée d'un marché du carbone, et puis d'avoir des mécanismes de développement propres pour les pays en développement qui posent le problème des transferts de technologie, du droit de propriété intellectuelle, etc., pour essayer qu'ils aient les meilleures technologies possibles. 98, plan d'action. 99, Bonn, pour passer grand-chose. Donc en 2001, il redémarre à Bonn et il rediscute des questions sur les mécanismes flexibles du protocole, c'est-à-dire ce qu'il faut que ce soit, s'il y a des engagements contraignants ou au contraire on laisse chacun décider pour lui-même. Marrakech, protocole, les Américains ne sont pas là. New Delhi, la question des transferts de technologie et de l'aide à l'adaptation. Oui, parce que dans tout ça, si vous voulez, il y a deux axes principaux, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le deuxième axe qui est, compte tenu de ce qu'on a déjà émis, il y a un certain réchauffement qui sera inévitable, et donc il faut s'y adapter. Et donc vous avez ces deux axes. Et on va y revenir parce que ça a été précisé dans les COP postérieures, plus récentes. Et notamment, voilà, Copenhague 2009, dont on dit que tout le monde dit que ça a été un échec, etc. En fait, relatif, parce que c'est la première fois que tous les chefs d'État sont venus à une COP. Avant, c'était les techniciens qui se réunissaient. 2009, c'est la première fois que tous les chefs d'État sont là, donc ça représente une espèce de validation de la préoccupation à l'échelle internationale. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un échec. Et puis c'est là qu'il y a deux chiffres qui sont donnés et qui servent encore maintenant, pour la COP21, de référence. C'est les deux chiffres de référence, les deux seuls qui existent. C'est d'une part d'essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est de là que ça vient. C'est pas le GIEC qui a proposé ça. C'est un certain nombre de pays qui sont réunis à l'issue de la conférence de Copenhague où il ne sortait rien, donc les États-Unis et la Chine se sont dit non, il faut quand même, on ne peut pas s'en aller comme ça. Le boulot des diplomates, c'est de faire des accords, donc si on sort sans accord, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot. Donc ils se sont mis dans une salle, ils ont réuni 26 pays, l'Europe n'était pas dedans, et ils ont rédigé un texte dans lequel il y avait ces deux chiffres, d'essayer de limiter à 2 degrés, et aussi de constituer un Green Climate Fund de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays émergents à s'adapter. C'est essentiellement ça. Et aussi de limiter leurs émissions. Mais disons, voilà, il y avait ces deux idées-là. Alors après, bon, les gens ont rediscuté de ces choses-là, et puis jusqu'à maintenant, et voilà, en 2014, donc la précédente COP, il y a eu l'adoption d'une approche par INDC. C'est Intended Nationally Determined Contributions. Donc, il a été décidé que pour la COP 21 à Paris, eh bien, les États publieraient leurs engagements, ce à quoi ils s'engagent, du point de vue de leurs émissions de CO2. Donc il n'y a rien de contraignant, il n'y a pas de perspective contraignante, c'est un libre engagement de chacun des États qui dit ce qu'il va faire par rapport à ce problème. Étant entendu que le problème, en gros, est reconnu par tout le monde, ensuite on dit ce qu'on fait. Et donc si vous allez sur le site de l'UNFCCC, eh bien vous avez la liste de tous les en fichier PDF accessible à tout le monde, UNFCCC. Ça veut dire United Nations Framework for Climate Change Contributions, ou quelque chose comme ça. Enfin, UNFCCC, vous tapez ça et vous avez toutes les contributions de tous les États.
Alors, il y a 195 États, donc ça fait c'est pas de la tarte à lire. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est justement pour vous éviter de lire tout ça et pour vous montrer qu'on peut y arriver. Enfin, c'est très important, évidemment, que chaque État dise ce à quoi il s'engage. Mais la conclusion à laquelle on arrive, qui est qu'on va dépasser les 2 degrés, en fait, on peut l'obtenir sans lire tout ça. Voilà, donc, il y a récemment, il y a quelques jours, en fait, puisque c'est le 30 octobre 2015, il y a un bilan des INDC qui a été fait et publié par, justement, l'UNFCCC, et qui a publié ce rapport dans lequel on trouve cette courbe-là, sur laquelle on va rester un tout petit peu. Alors, c'est quoi, là? Ce sont les émissions, en ordonnée, ce sont les émissions de gaz carbonique en équivalent CO2, oui, je vais vous dire ce que ça veut dire, des États, alors globalisé sur l'ensemble des États, c'est-à-dire on prend, la courbe noire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pas directement le CO2, vous voyez qu'on est aux alentours de 40-50 plutôt, c'est le CO2 plus l'équivalent CO2 des autres gaz à effet de serre. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre, et ce qu'on fait, c'est que on convertit la quantité de méthane qui est dans l'atmosphère en équivalent CO2. C'est-à-dire, si au lieu du méthane, c'était du CO2, combien il en faudrait pour avoir le même effet que la quantité de méthane qu'on a mis? Alors, c'est une question délicate, on ne va pas entrer, parce que la durée de vie du méthane, la durée de résidence du méthane dans l'atmosphère n'est pas la même que le CO2. Donc, il faut fixer une échelle de temps. À échelle immédiate, le méthane, c'est 70 fois plus efficace que le CO2. Mais, comme il a une durée de vie de présence dans l'atmosphère qui décroît, à échelle de 100 ans, et c'est ça l'échelle qu'on donne d'habitude pour calculer les équivalents CO2, c'est un facteur 20. Donc, voilà. Donc, on additionne tout ça. Donc, on était à 37, 38, on rajoute les autres gaz à effet de serre et ça augmente de 10. Voilà. En équivalent CO2, donc voilà ce qu'on a fait. Et puis ensuite, ce que montre ça, c'est, il regarde dans chacun des États. Si on prolonge la tendance actuelle, on a le marron, là, en haut. Vous voyez, l'échelle de temps, c'est 20, 25, 30, 50, ça s'arrête en 2050. Et puis, si on globalise les engagements des différents États, les INDC, alors on obtient les trucs orange, les 2 petits trucs orange, là, qui sont là. Vous voyez, où ça diminue un petit peu les émissions, mais pas énorme, quoi. Ça ne diminue pas de beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, la courbe du bas, si vous voulez, c'est la courbe vertueuse d'avant, c'est-à-dire pour rester en dessous de 2 degrés. Et puis, les autres, c'est... Vous vous souvenez qu'il y a un budget global qui est de 1000 gigatonnes de CO2 pour rester en dessous de 2 degrés. Eh bien, plus je démarre tard les politiques de réduction, et plus il va falloir que l'évolution soit raide. Donc vous voyez que si je démarre aux alentours de 2020-2025, ben, il faut que je diminue plus rapidement, puis si j'attends jusqu'à 2030, encore plus rapidement. Mais voilà, donc ce que donnent les INDC prolongés jusqu'à 2030, c'est ça, et donc c'est une réduction pas beaucoup, et c'est ce qui fait dire au rapport qu'on est sur une trajectoire de 2,7 degrés. Je pense que c'est sous-estimé, mais disons, parce que 2,7 degrés à échelle 2100. Je ne sais pas bien comment ils peuvent aller à 2100, puisqu'il n'y a pas de trajectoire correspondant à 2100. Donc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, et on va rediscuter cette question, c'est que, vous voyez, les INDC font quelque chose par rapport à la tendance, prolonger la tendance telle qu'elle est, mais ça ne fait pas beaucoup. Alors, donc ça, c'est l'état des lieux. Voilà. Les États se sont engagés, l'UNFCCC globalise tout ça et trace cette courbe-là, et puis analyse. Alors, maintenant, je vais revenir et adopter une démarche, enfin une espèce de court-circuit qu'on peut faire, qui est de reprendre les 2 conditions pour qu'on soit à 2 degrés C. Vous vous souvenez, la courbe vertueuse, elle saturait tout de suite, en gros, nos émissions, puis elle devait décroître après. Et puis, il ne faut pas dépasser le budget global de 1000 gigatonnes de CO2. Alors, on va regarder chacune des 2 conditions, comment on peut les remplir. Alors, je vous remontre cette courbe-là,
qui vous dit que, vous voyez, en dehors des périodes de crise, les émissions de CO2 augmentent de 2,5 à 3% par an. Ça, c'est les émissions, mais si vous regardez, elles sont en train d'augmenter, et le taux d'augmentation, c'est 2,5 à 3% par an. Ça, c'est ce qu'on fait, en dehors des périodes de crise. Alors, d'une part, si on continue comme ça, enfin, même au taux où on est à l'heure actuelle, en 30 ans, le budget est consommé. Donc, bon, il faut faire quelque chose de rapide. Mais, regardons plus en détail. La possibilité simplement de stabiliser nos émissions. Elles augmentent de 3% par an, qu'est-ce qu'il faut faire pour les stabiliser? Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire assurant le développement économique comme il est maintenant. Alors, à l'heure actuelle, nous consommons presque 13 gigatonnes équivalent pétrole d'énergie primaire. 80%, je vous ai dit, c'est des combustibles fossiles, donc c'est de l'ordre de 10 gigatep. La TEP, la tonne équivalent pétrole, c'est une unité d'énergie, c'est la quantité de chaleur dégagée par la combustion d'une tonne de pétrole. C'est 42 gigajoules. Bon. Alors, 10 gigatep. Maintenant, 3% par an, ça fait 300 mégatep par an d'augmentation. Puisque si on augmente les émissions de CO2, c'est qu'on augmente la consommation de combustibles fossiles. Je globalise les trois combustibles fossiles, charbon, on pourrait faire plus détaillé, charbon, pétrole, gaz, et puis ça me fait 300 mégatep d'augmentation par an. Donc si je veux stabiliser, il faut que je remplace ces 300 mégatep par des sources non carbonées. Ou que je réduise l'activité économique. Mais je raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire je veux assurer un développement économique tel qu'il est, et simplement je veux décarboner. Donc il faut trouver des sources non carbonées. Alors, en termes de puissance, on va l'exprimer en termes de puissance. 300 mégatep, donc ça fait 300 fois 10 puissance 6 pour million, et la TEP c'est 42 gigajoules, je vous ai dit. Et puis je divise par le nombre de secondes dans une année, c'est 3 10 puissance 7, et ça me donne une puissance de 420 gigawatts. Donc, nous augmentons chaque année de 420 gigawatts, c'est pas de l'électricité, hein, j'ai tout globalisé, là, j'exprime en termes de puissance, mais voilà. 400 gigawatts, en gros, par an, en plus, hein, de puissance carbonée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme puissance non carbonée? Il y a l'éolien. Alors l'éolien, on peut regarder l'année dernière combien on a installé d'éolien au monde. Donc vous tapez sur Internet, etc., vous trouvez, ah voilà, 400 gigawatts ont été installés. 40 gigawatts ont été installés, mais 40 gigawatts installés, ça ne veut pas dire 40 gigawatts de puissance effective, parce que du vent, il n'y en a pas tout le temps, il est intermittent, et les périodes sont longues, machin, etc. Et quand il ne souffle pas nécessairement dans les conditions optimales correspondant à la spécification de l'éolienne. Donc en fait, la puissance moyenne, c'est en gros un quart, un cinquième de la puissance installée. En France, c'est 22%, en Allemagne, c'est 18%. Quand vous faites du offshore, ça peut monter jusqu'à 30-35%. Mais en moyenne mondiale, c'est de l'ordre de un quart. Je suis un peu optimiste. Donc, ça fait 10 gigawatts en moyenne. D'accord? Bon, alors maintenant, on regarde le photovoltaïque, et ça augmente aussi beaucoup. L'année dernière, on a installé 50 gigawatts. Installé. C'est puissance crête. C'est-à-dire dans les meilleures conditions d'ensoleillement, et pas la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas de soleil, l'expérience montre. Et donc, quand vous regardez le facteur de charge, c'est-à-dire l'équivalent pleine puissance, si vous voulez, d'une installation photovoltaïque, en moyenne mondiale, c'est 12%. C'est le rendement des panneaux, si vous voulez. Donc, vous installez 50, vous récupérez 6 en moyenne. Donc, on avait 10, plus 6, ça fait 15. Ensuite, il y a les choses qui sont non-électricité. De l'énergie, mais pas nécessairement l'électricité. Donc la biomasse. Alors si vous regardez, on a fait 10 mégatep de biomasse supplémentaire l'année dernière. Ça correspond à une puissance de 15 gigawatts. Donc on avait 10 plus 6, ça fait 16, plus 15, ça fait 31. Et puis il y a des réacteurs nucléaires qui sont construisent. Mais ça fait quelques par an, c'est pas énorme, donc ça va être de l'ordre de quelques gigawatts, 10 peut-être. Et puis vous avez les barrages, ça fait quelques gigawatts en plus. Ils sont construits, hein, il y a des grands projets en Afrique, en Amérique latine. En Europe, les sites sont déjà équipés, donc on ne peut pas faire énormément, mais en Asie, en Afrique, en Amérique latine, il y a des projets.
mais c'est quelques gigawatts par an. Donc, si vous faites la somme de tout ça, ben vous êtes en dessous de 50 gigawatts de puissance non carbonée installée l'année dernière. Et il faudrait 400. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, si on était à un facteur 2 ou 3, on pourrait dire, bah, on va y aller fort, et puis on va rattraper ce facteur 2. Et là, vous avez fait un facteur 8 ou un facteur 10. Donc ça veut dire que l'inertie économique et technique même des systèmes énergétiques, qui sont construits pour 20, 30 ans, 40 ans, vous ne faites pas ça comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'avec la meilleure volonté du monde, on n'est pas capable de faire ça. Même si on décide de faire le plus qu'on peut, on n'est pas capable de rattraper un facteur 8 immédiatement. Peut-être on peut y arriver dans le futur, mais là maintenant, on ne peut pas faire ça. Même si c'était un facteur 5, on ne pourrait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne tient pas la première condition de stabiliser. Et je ne parle pas de diminuer les émissions, mais simplement stabiliser, on n'y arrive pas tout de suite. Alors, regardons maintenant la deuxième condition qui est le budget global. On a dit 1000 gigatonnes de CO2. Alors, si on n'est pas capable de stabiliser tout de suite, ça veut dire que ça va continuer d'augmenter un peu. Alors imaginons qu'on arrive à stabiliser d'ici 2030. Les Chinois ont dit qu'ils allaient avoir un pic de leurs émissions vers 2030, peut-être un petit peu avant. Parce que ça pose des problèmes de santé en Chine tels que, indépendamment du climat, ils vont faire quelque chose quand même par rapport aux émissions de particules, etc., donc au charbon. Donc imaginons qu'on est là, maintenant on est à 38, 39, imaginons que pour le CO2, je ne compte pas les autres gaz à effet de serre, mais qu'on stabilise, donc ça continue d'augmenter, on stabilise à 45, à peu près, en 2030. Puis après on va diminuer. Alors, vous faites un triangle entre maintenant, où on est à 35, un peu plus, et 2030, où on sera à 45, combien on aura émis? Ben, c'est l'aire du trapèze qui est en dessous. D'accord? Donc c'est 1,5 fois 35 fois 45 fois 15 ans, ça fait 600 gigatonnes. Donc sur le budget de 1000, vous avez déjà émis 600. Il reste 400 à émettre. Donc imaginons que là, on a stabilisé, puis maintenant il faut redescendre. Donc il faut redescendre de telle sorte que l'air sous la droite, si je prends une extrapolation linéaire, l'air sous la droite représente les 400 qui manquent. Donc, c'est un petit triangle. Je suis à 45 en 2030, et puis au bout d'un certain temps t, que je cherche, 2030 plus t, ben, il faut que cet air-là, c'est 400. Donc, vous avez l'air d'un triangle, vous voyez, 1,5 fois 45 fois t égale 400, et ça vous donne t égale 18. Donc, vous êtes à 45 gigatonnes par an, et puis, en moins de 20 ans, il faut être passé à 0. On ne peut pas faire ça sur des systèmes énergétiques qui sont construits, mis en place, etc., pour des dizaines d'années. Donc, vous n'avez pas de trajectoire économique pour ça. Vous n'avez même pas de trajectoire technologique pour faire ça. Donc, ça veut dire qu'on ne tient pas le budget. Donc si on ne tient pas le budget, ben, ça veut dire que... Voilà, on ne tient pas le budget, ça veut dire qu'on ne tient pas les 2 degrés. Et maintenant, quand vous regardez les INDC, vous semez tous les INDC et que vous apercevez qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, évidemment on n'est pas sur la bonne trajectoire, parce que c'est une trajectoire qui n'est pas tenable. Donc on constate, en additionnant tout ce que peuvent faire les États, tout ce à quoi ils sont prêts à s'engager, ben, qu'on n'y arrive pas. Donc, ou bien on dit... c'est de la mauvaise volonté, ils ne veulent pas, etc. etc. Peut-être, mais moi je ne crois pas, parce que même avec la meilleure volonté du monde, vous n'y arrivez pas, parce que ce n'est pas de la mauvaise volonté que de dire j'ai construit une centrale pour 30 ans, je ne vais pas l'arrêter au lendemain et puis la remplacer par autre chose. Ça ne marche pas comme ça. L'économie ne marche pas comme ça. Donc voilà. Alors, si vous voulez... Bon, ça, c'est des petites règles de 3, des aires de surface triangle, etc. Si vous avez un truc plus détaillé, j'ai publié dans la revue de la Société française de physique un papier, il y a quelques mois, là-dessus, où on joue un peu avec des trajectoires un peu plus réalistes, etc. Mais les conclusions sont les mêmes. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Parce qu'après tout, ces combustibles sont des combustibles fossiles. Ça veut dire qu'ils existent en quantité finie. Donc il y a un moment, nécessairement, il y a un moment où on n'émettra plus rien. Parce que quand on a tout brûlé,
tout ce qu'on peut extraire du sol et qui soit économiquement viable, quand on l'aura brûlé, eh ben, on n'aura plus rien à brûler, donc on cessera d'émettre. Donc la question, c'est de savoir dans quel état on sera, et aussi dans quel état sera l'atmosphère. C'est-à-dire quand on émet, si on embarque tout ce que, si on émet tout ce qu'on peut émettre, où est-ce qu'on est? Alors, c'est détaillé dans le papier de la Société française de physique, donc je ne vais pas entrer là-dedans parce que je préférerais qu'on discute un petit peu des scénarios énergétiques et qu'on voit un petit peu comment ça se présente. Mais, vous voyez, on estime les quantités, le trésor qu'il y a en Terre, on l'estime sur le charbon, le pétrole, le gaz. On sait combien on émet de gaz carbonique pour une tonne de charbon, une tête de charbon, une tête de gaz, une tête de pétrole. Et puis on calcule tout ça, et puis on s'aperçoit qu'on est vers 5-6 degrés, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on est là. C'est les émissions cumulées et puis la température. Donc il y a eu 1 degré à peu près. Et puis, bon, on va vers la zone rouge-marron, quoi. On est vers 5-6 degrés si on émet tout ce qu'il y a à émettre. Donc il faut quand même faire quelque chose, quoi. On ne peut pas attendre sur l'épuisement des ressources fossiles pour régler la question du climat. Il ne faut pas faire ça. Il faut quand même... Donc quand je dis on ne tient pas les 2 degrés, enfin quand on constate qu'on ne tient pas les 2 degrés, c'est pas pour dire c'est foutu, il n'y a rien à faire, etc. Au contraire. Au contraire, il faut d'autant plus faire que on ne tient pas ça. Et vers quoi ça pointe, si vous voulez, c'est que sur les 2 axes d'action qui sont l'un, la réduction des émissions, l'autre, les politiques d'adaptation, eh bien, les politiques d'adaptation il faut mettre plus l'accent, enfin, ça va être très important de dégager des fonds pour l'adaptation des pays les plus vulnérables, et il se trouve évidemment que les pays les plus vulnérables sont les plus pauvres, et donc il y a le moins de possibilités de s'adapter. Donc la question du Green Climate Fund, les 100 milliards de dollars par an, le chiffre qui a été donné, mais en fait c'est entre 100 et 300 milliards de dollars par an qu'il faudrait avoir, il faut discuter avec les économistes, etc. C'est pas un chiffre comme ça. Mais ça devient absolument crucial, et cette question, elle est compliquée à résoudre, parce que là, on raisonne sur des quantités moyennes, globales à l'échelle du monde, mais évidemment, les effets, ils sont locaux, régionaux, et donc, il faut essayer de savoir quels vont être les effets du réchauffement climatique, 3 degrés, 3 degrés et demi, à l'échelle régionale. Et là, on bute sur une difficulté que je ne fais que signaler, c'est que les simulations climatiques globales, elles ont un pas de réseau dans le calcul. On discrétise, mais ça, sur ordinateur, on a discrétisé. C'est un point tous les 50 km. Donc, un point sur les 50 km, quand vous réduisez l'échelle spatiale, il y a un moment où vous n'êtes plus prédictif, parce que vous n'avez pas les petites structures. Et ça va être certainement un des axes de travail du GIEC dans les prochaines années, qui est de réduire l'échelle pour essayer de dire quelque chose de régional, parce que les gens vont être demandeurs de ce qui se passe à l'échelle régionale. Et la seule façon de fill the gap, c'est-à-dire d'avoir de l'information sur l'échelle en dessous de l'échelle des modélisations climatiques, c'est les acteurs de terrain. C'est-à-dire les gens qui connaissent localement, ici et là, qu'est-ce que représente quelques dizaines de centimètres d'augmentation du niveau de la mer, les ressources en eau, les stress hydriques, les plantes qui sont là, etc. Et il faut que ces 2 choses-là se rencontrent et fassent monter dans une dynamique bottom-up les besoins réels, parce que de l'extérieur, on ne peut pas les déterminer, on va faire des bêtises. Donc il faut nécessairement qu'il y ait ce genre de choses qui se mettent en place. Et vous voyez qu'il y a une logique démocratique profonde dans cette affaire-là, de faire remonter, et c'est là aussi d'ailleurs que la question climatique se branche directement, mais directement, hein, pas par humanisme comme ça, mais concrètement, pour pouvoir sortir quelque chose, pouvoir dire des choses pertinentes sur une réduction des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. Donc c'est vraiment... Bon, alors... Maintenant, un mot sur les scénarios. Donc ça, c'était pour jouer avec le climat. Voilà, un mot sur les scénarios énergétiques. Alors, les scénarios, je vous disais, ce n'est pas une discipline académique et tout le monde peut faire des scénarios. Alors, je vais vous donner trois exemples
de scénarios et des difficultés de les lire, des difficultés qu'il y a à les lire et les interpréter. Voilà, ça c'est extrait d'un rapport de 400 pages fait par une agence allemande, et c'est des gens qui ont pignon sur rue, académiques, etc., et qui propose ce qu'on voit ici, c'est-à-dire, vous voyez, ça remonte à quelques années, donc on pique c'est l'énergie primaire, la consommation d'énergie primaire, et vous voyez que c'est une perspective de diminution de la consommation d'énergie à l'échelle mondiale, c'est un scénario mondial, dans lequel vous voyez que le brun, le rouge et le jaune clair diminuent à l'échelle 2050, il n'y en a plus, et ça c'est les combustibles fossiles. Donc, on se débarrasse des combustibles fossiles, et on remplace ça alors, par des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique, et puis des renouvelables. Donc tous les renouvelables, mais y compris biomass power, oui, enfin toutes les formes d'énergie et renouvelables. Bon. Alors, très bien, donc on lit ça et on a un scénario dans lequel on se débarrasse des fossiles à l'échelle 2050. Formidable. Et puis, on lit cette petite phrase qui est « The economy of existing infrastructures and the availability of key materials have not been taken into account. » The economy of existing infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le scénario, on peut remplacer du jour au lendemain une centrale au charbon par un champ d'éoliennes. C'est ça que ça veut dire. Le coût économique de ça n'est pas pris en compte. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, il y a le problème des matériaux, parce que dans les éoliennes ou dans d'autres, dans les éoliennes, des éléments permanents, les éléments permanents c'est des terres rares, les ressources sont terres rares, etc. Donc il faut explorer. Ils n'ont pas exploré. Peut-être si on explore, on trouve, mais c'est pas tenu en compte. Donc vous voyez, vous lisez ces 400 pages, il y a cette phrase-là, et cette phrase-là, elle est... Ah non, je ne l'ai pas. Parce que dans le rapport, ça y est aussi. Page 119, il y a une ligne qui redit ça. Mais c'est 400 pages. Et là, ça vous dit, mais alors, d'accord, mais quel est le statut de ce travail? C'est pas un scénario, il n'y a pas de trajectoire, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas ces contraintes économiques qui font que si vous ne les prenez pas en compte, vous n'avez pas de trajectoire réelle. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, le scénario sur lequel s'appuie le WWF et Greenpeace. C'est un peu la même chose, où vous avez de la partie haute, là, qui disparaît, et puis vous avez la montée en puissance de tous les renouvelables, y compris les bio de troisième génération, etc. Bon. Et dans les deux scénarios, dans celui-là et dans le précédent d'ailleurs, vous vous apercevez que la consommation d'énergie vers 2050 est en gros la même qu'aujourd'hui, un petit peu plus faible qu'aujourd'hui. Plus faible qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 3 milliards d'individus en plus, et que les pays émergents émergent. Et que émerger, c'est augmenter le niveau de vie. Augmenter le niveau de vie, c'est augmenter la quantité de matière transformée, puisqu'on vit de transformer la matière. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est la matière transformée. Et ça, il y a un bilan énergétique associé à tout ça. Donc, se développer, c'est une... Alors, on peut travailler sur l'efficacité énergétique, bien sûr, mais c'est quand même une consommation accrue d'énergie. Et là, ça n'apparaît pas. Donc, c'est un peu bizarre aussi. Plus récemment, il y a un scénario qui a été proposé, scénario 100% renouvelable électrique en France. Je ne vais pas le détailler, il y a sur le blog de Sylvestre Huette, qui est journaliste à Libération, si vous allez sur son blog, il y a une analyse très détaillée de ce truc-là. Je citais juste deux choses, qui est, nous publions aujourd'hui une étude d'une nature différente, bon peu importe de quoi, relative à l'exploration technique du déploiement des ENR au sein du mix électrique, à l'instar des travaux du National Renewable Energy Laboratory, oui, bah c'est dit là, voilà, américain, de 2012, étudiant un scénario 100% ENR aux États-Unis. Il s'agit ici d'une étude scientifique à caractère prospectif et exploratoire, et non pas d'un scénario politique. Les mix électriques envisagés restent en effet théoriques, puisqu'ils sont construits ex nihilo, et ne prennent pas en compte la situation actuelle, ni le scénario pour arriver au résultat.
Mais évidemment, ensuite, quand vous le lisez dans les journaux, etc., ça apparaît comme, ben voilà, il y a un scénario 100% électrique, 100% renouvelable électrique qui est possible en France à des coûts qui, quand vous regardez le rapport, sont tout à fait comparables à ce qu'il y a à l'heure actuelle. Mais en même temps, vous voyez, c'est construit ex nihilo, c'est-à-dire tac, 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 et on ne part pas de la situation actuelle pour la faire évoluer, on construit un truc ex nihilo. Quel est le statut de ça? Je ne sais pas. Autre point de préliminaire, si vous voulez, dans l'étude réalise une analyse de différents mix électriques optimaux à un horizon lointain sans prendre en compte l'existant. Donc vous voyez, c'est la même phrase que vous avez dans le truc allemand. The existing infrastructure is not taken into account. Et ne s'intéresse donc pas à la trajectoire d'investissement permettant d'assurer une transition entre les systèmes électriques actuels et les mix électriques. C'est très étrange. Quel est le statut de ce travail? Je ne sais pas. Sur le plan technique, il y a des choses, sûrement. En plus de ça, il y a un troisième avertissement, qui est que dans le fonctionnement du mix électrique, on regarde que l'offre équilibre la demande. Vous savez qu'on ne sait pas stocker l'électricité en grande masse, donc il faut à chaque instant et partout équilibrer l'offre et la demande. Bon. Mais ça, c'est regardé au pas horaire, et pas au pas infrahoraire. Or, il y a énormément d'intelligence qui a été développée depuis des décennies par les gestionnaires de réseau, et il y a des systèmes qui réagissent à la seconde, à la minute, à l'heure, à la journée, etc. On met en place des trucs qui répondent à des pics. Et il faut répondre très rapidement, parce que si vous avez un décalage en fréquence du réseau, vous avez des menaces d'effondrement et de blackout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs, il y a des supercondensateurs, des super batteries, etc., qui répondent automatiquement à l'échelle de la seconde. Ensuite, il y a d'autres moyens qui prennent le relais, et puis il y a l'hydraulique qui réagit très rapidement, il y a les centrales à gaz, etc. Mais c'est énormément d'intelligence qui a été développée par ça, parce que si vous y réfléchissez, c'est quand même incroyable qu'à chaque instant et partout, vous appuyez sur un, ça marche. Et ici, on ne regarde pas les choses à l'échelle infrahoraire, donc c'est très étrange. Donc c'est la complexité du machin. Alors, je veux vous montrer une façon, il y en a d'autres, mais une façon d'interroger ces scénarios sur des grandeurs très globales, sans aller vraiment très dans le détail, mais très globales. Il y a la population mondiale, on va passer de 7 milliards à 10 milliards d'habitants. Mais évidemment, la structure de cette population est évidemment très importante. Si vous êtes dans une ville, ou si vous êtes dans un fin fond reculé d'Afrique subsaharienne, la consommation d'énergie n'est pas la même. Dans une ville, vous avez des services publics, vous avez des besoins de vous déplacer, vous avez de l'éducation, de l'art, du théâtre, du cinéma, de tout ce que vous voulez, des services publics, des routes, de l'eau, etc. Donc vous avez une consommation d'énergie qui est associée à ça. Donc, pour savoir comment ça va évoluer dans le siècle, eh bien, on peut se baser sur les taux d'urbanisation. On peut regarder comment les démographes prévoient l'évolution des taux d'urbanisation, c'est-à-dire la quantité de gens qui, sur la population existante maintenant, puis les nouveaux arrivants, comment ils vont se répartir entre l'urbain, le périurbain et le rural. Et puis, la consommation d'énergie est aussi affectée par le niveau de développement global de la société dans laquelle tout ça se passe. Donc, on peut faire cette étude-là, c'est long et compliqué et fastidieux, mais on peut faire ça, et on regarde, on affecte, donc on le fait en trois grandes catégories, P1, P2, P3, donc c'est des milliards d'individus, avec des niveaux de consommation en tête par habitant et par an, C1, C2, C3. Donc on peut faire ce travail-là, et si on le fait, on trouve, avec des incertitudes bien sûr, mais qu'en gros, vous voyez, là il y a un peu plus de 9 milliards d'individus en 2050, si vous prenez les données des démographes que vous projetez dans le futur compte tenu des taux d'urbanisation, vous voyez qu'en gros, vous avez 3,6 milliards d'habitants qui vont se trouver avec un fort niveau de consommation d'énergie, 3 avec un niveau moyen et 2,7 pauvres. Et puis, donc, on peut représenter ça, il faut regarder pays par pays, région par région, etc. C'est un boulot long et fastidieux dont je vous donne juste le résultat. Mais ça, c'est relativement robuste parce que les taux d'urbanisation, c'est des choses qui sont robustes. C'est des choses, c'est sur des décennies, etc. C'est pas des évolutions très... Et puis ça va se passer, évidemment, en Asie essentiellement.
Alors aujourd'hui, les consommations, si on caractérise un peu les riches, les moyens et les pauvres, les niveaux de consommation, ils sont de l'ordre de 4,5 TEP par habitant et par an chez les riches, 1 chez les intermédiaires et 0,5 chez les pauvres. Donc c'est dans le rapport 9-2-1. Alors, imaginons, je prends l'hypothèse des scénarios que je vous ai montré dans lesquels la consommation d'énergie est la même qu'aujourd'hui. Donc c'est 12 ou 13 gigatep. D'accord ? Et maintenant, je me dis, il y a une règle de somme. L'énergie totale, c'est P1C1 plus P2C2 plus P3C3. Donc si je mets C3 en facteur, j'ai P1 facteur de C1 sur C3, plus P2 facteur de C2 sur C3, plus P3. Et ça, c'est les rapports d'inégalité, si vous voulez, entre les riches et les tout pauvres, les intermédiaires et les tout pauvres. Et puis, voilà. Donc, P1, P2, P3, je les connais. Si je fais des hypothèses maintenant sur l'évolution des inégalités entre différentes catégories de population, donc je peux calculer la parenthèse, j'en déduis C3 connaissant E tot, et puis après, j'en déduis C1 et C2. Donc si on fait ça, et que on conserve les rapports d'inégalité d'aujourd'hui 9-2-1, et puis ensuite on va regarder si on réduit les inégalités, eh bien on s'aperçoit que, en résolvant cette petite équation, pour C1 on a 2,6 TEP par habitant et par an, pour les intermédiaires 0,58 et pour les pauvres 0,3. Ça veut dire que si je garde ce niveau de consommation d'énergie globale à l'échelle, mais que je me base, je considère comme réaliste les taux d'urbanisation tels que j'ai là, vous voyez que vous demandez aux riches qui dépensent 4,5 maintenant de ne plus dépenser que 2,6, aux intermédiaires d'aujourd'hui qui dépensent 1 de réduire leur consommation, et aux pauvres aussi. Donc tout le monde s'appauvrit. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, si vous voulez. Mis à part le fait que quand vous allez voir un Américain, que lui, qui consomme 9 en fait, parce qu'il consomme 2 fois plus que la moyenne des riches, vous lui dites, tu es à 9, tu vas passer à 2,61, il faut partir rapidement parce qu'il va au fond, il sort son flingue et il vous descend. Donc vous voyez, il y a un problème, quoi, simplement de tenir le discours. Si on essaye de réduire les inégalités, je prends un rapport 4-2-1 par exemple, alors c'est encore plus rude pour les riches. Les intermédiaires, c'est pas encore ça, il faut qu'ils réduisent aussi leur consommation, et les autres aussi. Alors, si je vais sur 1-1-1, alors les intermédiaires sont comme aujourd'hui, et les pauvres, ils gagnent un peu, mais les autres, il faut diminuer par 5. Donc, vous voyez, c'est cette donnée-là, simplement, cette simple donnée de dire quelle va être la demande d'énergie à l'échelle 2050, les scénarios qui disent elle ne va pas bouger par rapport à aujourd'hui, pour moi, ils sont en dehors du monde. Mais à cause de ça, parce que je crois plus aux taux d'urbanisation tels qu'ils sont là, tels qu'ils sont engagés, l'exode rural, etc., avec tous les drames que ça peut représenter, hein, ça, je ne dis pas du tout ça, mais je crois plus à ça comme tendance que l'idée qu'on va aller vers une décroissance générale de la consommation des sociétés, auquel j'ai du mal à m'identifier. Et donc, c'est un critère important, c'est une façon d'interroger les scénarios. Et là, je représentais, si vous voulez, en fonction de l'énergie totale envisagée pour 2050, les différents niveaux de consommation des différentes catégories. Et vous voyez qu'en fait, les scénarios du type 20 gigatep ou 25 gigatep, qui sont ceux de l'AIE, me paraissent beaucoup plus réalistes. D'une part, compte tenu de l'augmentation de la population et de l'émergence des pays émergents, et du point de vue de ce que ça implique pour les différentes catégories de population. Vous voyez que, par exemple, si je prends 20 gigatep, ce qui représente une augmentation assez sensible quand même par rapport à aujourd'hui, on est à 12-13, 20 gigatep, eh bien, vous demandez aux riches de diminuer de 25-30% leur consommation d'énergie, ce qui est tout à fait possible. On travaille sur la rénovation des bâtiments, on fait des villes un peu plus intelligentes, etc. Et puis vous assurez quand même un développement des plus pauvres qui doublent quasiment leur niveau de vie, et puis des intermédiaires. Et si vous allez vers 25, vous avez encore plus de latitude pour faire les choses, pour envisager une évolution pacifiée, si vous voulez. Parce que derrière tout ça, il y a l'évolution pacifiée du monde. Est-ce qu'on est capable d'avoir une évolution pacifiée ou pas? Et ça, c'est relié quand même assez directement
à la possibilité de mobiliser des ressources en énergie. Moi, je Voilà. vois pas la diminution, où apparaît la diminution de... Ben, parce qu'à 20, tu es en dessous de 4, alors qu'à l'heure actuelle, les pays de l'OCDE, ils sont à 4,5. Donc ça représente une diminution de... Voilà. Ouais. Alors, dernier transparent, et alors ça va être le plus provocateur en un certain sens, c'est maintenant, il faut faire le bilan des renouvelables. Donc je prends toutes les sources renouvelables, hydraulique, biomasse, solaire, les 3 formes de solaire, thermique, photovoltaïque et puis solaire à concentration, la géothermie, l'éolien et le total. Et puis vous regardez un peu ce que c'est capable de faire. Alors, l'hydraulique, on peut en faire. Imaginons que, enfin, c'est des gros travaux. Hein, c'est le barrage des Trois Gorges, vous voyez, c'est l'équivalent de 9 centrales nucléaires ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est 640 km de long, 3 km de large, 1,5 million de personnes déplacées, etc. Enfin, c'est pas des petites choses, hein, c'est du renouvelable, mais du renouvelable un peu rude. Donc, on peut faire quelque chose. Si vous regardez un peu l'institut qui s'occupe de projeter un peu les possibilités en hydraulique, bon, on peut multiplier par 3, quelque chose comme ça. Poussons les curseurs, tous les curseurs des renouvelables pour aller vraiment le maximum de ce qu'on peut faire avec ça. Si vous allez sur la biomasse, vous discutez avec les gens de l'INRA et vous leur dites, on peut doubler? Ils vous disent, t'es fou. Pourquoi? Parce que les ressources en eau, les intrants, le phosphore, les phosphates, etc., tout ce qu'il faut mettre là-dedans, c'est vraiment un maximum maximorum. Bon, ben, prenons ce maximum maximorum, on fait des biocarburants, on fait du bois, etc., on multiplie par 2. On est à 0,9, on multiplie par 2, ça c'est des gigatep. Maintenant, le PV, ça se développe beaucoup, globalement ça ne représente pas énorme, on va multiplier par un facteur 15, c'est des courbes relativement optimistes qu'on peut aller chercher chez les gens qui fabriquent ça, hein, donc, ou les instituts qui s'occupent de ces trucs-là. Le thermique, il n'y en a quasiment pas aujourd'hui, on en met. Le concentré, il y en a un peu, on l'augmente. Mais vous voyez, c'est en termes de fraction de gigatep ou de gigatep, ce qui est envisageable. La géothermie, le flux géothermique, il est très faible. On reçoit 160 watts par mètre carré de solaire. Le flux géothermique, c'est 0,1. Donc il y a des endroits où on peut en faire. On peut faire de la chaleur basse température ou même de la chaleur haute température. Mais c'est quand même pas gigantesque. L'éolien, on fait ce que disent les Chinois. Ils disent, on va avoir 1000 gigawatts d'éolien à l'échelle 2050 et ça représentera 17% de l'électricité. Je prends un facteur 20 par rapport à ce qu'a l'Allemagne aujourd'hui. Vous voyez, on a 0,05, je multiplie par 20 le potentiel éolien. Donc ça fait 1. Vous faites la somme de tout ça, vous tombez en dessous de 8. Donc je pousse tous les curseurs au maximum de ce qu'on peut faire et je suis à peu près à 8. Alors, il faut 20. Alors, on peut faire encore un peu de fossiles. En 2050, les fossiles n'auront pas disparu. Imaginons qu'on diminue par 2 les émissions de combustible, enfin de CO2, l'utilisation des fossiles. On consomme 10, donc on donne droit encore à 5. Donc 8 et 5, 13, on est à 13, il manque 7. Où on va le chercher? Donc il n'y a plus que 2 pistes là. Il y a le nucléaire et les fossiles avec capture et stockage du CO2. Voilà. Donc je m'arrête là-dessus pour dire que, vous voyez, dans toutes ces questions-là, on ne peut pas se satisfaire uniquement des pistes pour cette question des scénarios. Il y a la recherche d'un côté, et puis ensuite il y a le développement effectif de systèmes énergétiques, sans invoquer de joker. Donc ce qu'on sait faire et ce qu'on peut penser pouvoir améliorer, développer, etc., etc. Et puis il faut mettre des chiffres derrière tout ça, et puis ensuite il faut faire la règle de somme et voir si on s'en sort ou on ne s'en sort pas. Parce que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire capture et stockage du CO2 et nucléaire, alors ça veut dire qu'on lâche la contrainte climatique. Et ça, on est sur cette trajectoire-là. Et c'est ça qu'on essaie de quitter comme trajectoire. Mais on est sur cette trajectoire. Et ça va être difficile de sortir de cette trajectoire. Mais vous voyez, il faut bien peser il y a les domaines de recherche, et puis il y a ensuite ce qu'on sait faire à un moment donné, et pour avoir des évolutions pacifiées de la société. Voilà, je m'arrête là, et je vous remercie de votre attention.